Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci de votre patience. We're going to start the next session. As a moderator, we have Mr. Alioune Badiane, who is the president of the urban think tank Africa. Among other things, they rethink about the way our cities should be shaped. A distinguished gentleman who has been working for the United Nations and has international experience. I'm going to invite the various panelists. I hope the ministers are here, Your Excellencies, and those who are not will join in. For Nigeria, His Excellency Ameachi Rotimi, Minister of Transportation. Please put your hands together. You have the choice of your seat, sir. For Mali, His Excellency, Mr. Soumana Mori Koulibaly, Minister of Transport. Welcome. For Cameroon, His Excellency, Mr. Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, Minister of Transport. I should have known with the distinguished suit that you were from Cameroon. I'm sorry for the joke, but you know what I mean. For Burundi, His Excellency Jean Bosco Tunzwe-Nimana, Minister of Transport, Public Works, Equipment, and Land Use. For Zimbabwe, His Excellency Joel Biji Matidza, Minister of Transport and Infrastructure Development. Welcome, welcome. For Congo, His Excellency Emile Wooso, Minister of Equipment and Road Maintenance. Please give him a big welcome. Equatorial Guinea, His Excellency Joaquin Elema Bourenge, Deputy Minister for Transport, the Postal Service and Telecommunication. Please, a big welcome. Boa tarde. From Bosnia-Herzegovina, His Excellency Jusko Izmir, Minister of Communication and Transport. Welcome. And for the Ivory Coast, the minister will join us during the course of the panel. Mr. Amadou Kone, Minister of Transport for the Ivory Coast. We can also give him a round of applause. So we're starting with 20-minute delay. We'll have a buffer of 10 minutes, so we'll finish in an hour and 20 minutes instead of an hour and 30 minutes. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. I was telling to the core moderator that this is a very bad time, because it's the time that people will escape to go to their own errands. They know it is the time after the lunch because people will be sleeping. But I say nevertheless, I think we have a good crowd and we're going to deal with this subject matter. Ladies and gentlemen, honorable ministers, welcome. From my own experience, my name is Alioune Badiane, and I'm from Senegal. I'm a 25 years experience of the UN, retired, so I'm free. And then I own myself in speaking and advocacy in Africa. I am very much interested to this topic as part of my advocacy work. And from my own experience working on urban planning and management and on the issues of road safety, there are several tried and tested areas that need to be addressed when thinking about road safety in Africa. The first, most important one is what we call the behavioral change, including
just wearing helmet. I remember a few years ago in Africa, when people started talking about democracy, there was one country where they were thinking refusing to wear helmet was part of the democratic process. Of course, they get it wrong. We need to have using child restraint in our cars, buckling seatbelt, reducing speed and preventing drinking and driving, and then very basically respecting the road sign. But it is important also to try in terms of policy to promote non-motorized transit and mass transit options such as BRT, which has been experienced in some countries in Africa. But we need also to improve road quality and vehicle standards, clear legal framework, and road safety policy. Strengthening policy and enforcement of road safety legislation is one of the key sectors that we need to work with the police, with the forces, but also with the judiciary system. Ladies and gentlemen, with the highest rate of road traffic fatalities compared to any other region in the world, despite only having 2% of the world vehicle, Africa road safety crisis was in the spotlight on the first day of the International Transport Forum, which was mentioned today, the summit that took place last May in Leipzig, Germany. The newly adopted 2030 Agenda for Sustainable Development has set an ambitious target of halving the global number of deaths and injuries from road traffic crashes by 2020. Likewise is the new urban agenda, which was adopted in Quito in 2016. Without sustained action, road traffic crashes are predicted to become the 7th leading causes of death by 2030. Road traffic crashes cost most countries over 3% of the GDP every year. Nearly half of those dying in the world road are what we call vulnerable users. And among them, I have not heard very much since morning talking about children coming from school. What do we do to protect our school for being the playground of those crazy guys that are running madness? I just remember the statement coming from South Africa with Mrs. Mandela regarding the situation affecting her. But we have to look at the pedestrian altogether, school children, cyclists, and motorcyclists. 90% of the world fatalities on the road occur in low and medium income countries, even though in those countries, they have only approximately 54% of the world vehicle. Road traffic injuries are leading causes of death among people from 15 to 29 years old, meaning the bulk of population in Africa are the ones that are affected by road fatalities. More than 2.5 million people die every year as a result of road traffic. It has been said this morning. So, between 20 and 50 million people suffer from non-fatal injuries, with many occurring as a disability and the result of the injury. Ladies and gentlemen, road traffic causes considerable economic loss to individuals, their families, and to the nation as a whole. These losses arise from the cost of treatment as well as loss of productivity for those killed or disabled by their injury and for the family members who need to take time off or school off to take care of the injuries. In an attempt to help curb this crisis, the World Bank, the International Federation of Automobile, and the ITF signed a memorandum of understanding in Leipzig to establish the first regional road safety observatory in Africa, which will be hosted by Morocco in this country. Ladies and gentlemen, finally, understanding the root causes of traffic injuries and fatality, policymakers can better evaluate the preventive measures available and make investment in the road safety more effective. While aviation experienced its safest year in history in last year, 2017, the same cannot be said for traveling on our road. About 3,500 people are killed on the world road every year, every day, making this the most dangerous mode of transport. And at this current trend, 21.7 million people will be dying in our road crashes between now and 2030.
Ladies and gentlemen, this is my opening statement to this very important panel. I'm going to ask you, each of you, please, to take between 3 and 5 minutes to give me your statements. If you can do less, it's better. Messieurs et madame, mesdames et messieurs, je vous demanderai entre 3 et 5 minutes, si vous le pouvez, de nous donner la situation actuelle sur votre pays par rapport à cette question de la sécurité urbaine, de la sécurité routière. Après cela, nous allons maintenant passer aux questions. Je vous donne la parole. I give you the floor first, the gentleman, Mr. Amikchi from Nigeria. You have the floor first, and it will go to STEM. Thank you very much. I just think that Nigeria has advanced greatly on the issue of road safety and traffic management. As early as in the 80s, we had set up the Federal Road Safety Corps. The Federal Road Safety Corps, even though there was a Minister of Transportation, is located in the office of the President, directly supervised by 2 persons: the Secretary to the Secretary to the Government of the Federation, and the Vice President. It has its institutional arrangements, as like I've said before, and I've also said that their mandate is to achieve the UN Decade of Action, and that we seem to be heading towards a successful achievement. The other thing you look at is the fact that we have gone ahead, apart from the Road Safety Corps, to set up by law, all this by law, the National Road Safety Council, which is chaired by the Vice President directly. And as much as possible, despite the fact that there are lots of recklessness, the issue of car accidents appear to be reducing. Don't forget that the Nigerian population is about 200 million now, and by percentage, we are very low. That is what qualified us this time to be nominated by AU to represent Africa in the United Nations Road Safety Funds, for which I'm representing Africa as the Minister for Transport of Nigeria. We are currently observing the United Nations Day for Road Safety and Road Crash Victims. Those celebrations are going on. And in that council, like I told you, you have key ministers, including me as members, with the Vice President as chair. In terms of funding, the Minister for Finance is a member, so that we were able to ensure that they don't lack funds. And they are part of the national budget. The issue of road safety in Nigeria is essentially, people say, I hear some of my colleagues who say, look, when you have good roads, children tend to speed or drive fast in their car. The same as when you have bad roads. Some roads in Nigeria are bad, not all of them, and there are accidents emanating from those kind of situations. What we're doing is to say to ourselves that we must maintain those roads to reduce the number of accidents that we have. Again, is the question, which is a huge debate in Nigeria: should we criminalize traffic offense? Because people get away with traffic offense because it's not seen as a crime. But a lot of people say if you criminalize traffic offense, then more persons will reduce activities. I think that's what I want to contribute. But before I leave you, Honorable Minister, you know, unfortunately, your country and the great country of South Africa share one single thing. They have the highest casualty of road accident every year. You stand over 5,000. How do you understand and explain that? If you listen to me very well, I say, don't forget we are 200,000. That's true. If we are 25,000, then the number will reduce. Don't also forget that Nigeria has, literally as big as we are, roads everywhere, and the number of persons, I heard when they say that the number of cars in Africa is low, but the number of cars in Nigeria appears to be one of the highest in Africa. So you have the highest number of accidents that will occur in proportion to that. I say, and if you listen to me very well, I say in terms of percentage. I use the word percentage. I didn't use the word casualty. But that's not enough. It's not enough.
it's not enough. We have institutional management, we have all that. We should do more to reduce the number of casualties that we have. And that is why we also say that we better go back to the National Assembly to criminalize traffic offense. Thank you. Thank you very much. We need to criminalize car accidents so that we can have more effect. Thank you very much. Monsieur le ministre, Monsieur Koulibaly, je vous donne la parole. Je vous donne entre 3 et 5 minutes pour me faire votre communication. Et après cela, je vais vous donner les questions difficiles. Merci. Merci. Le Mali a créé, comme beaucoup de pays, une agence nationale chargée de la sécurité routière qui est dotée d'une autonomie financière et de la personnalité morale. C'est une agence qui conseille mon département pour tout ce qui concerne la sécurité routière. Et les moyens sont mis à disposition pour faire quotidiennement ce travail. Et l'ensemble des informations sur la sécurité routière sont logées au niveau de cette agence. Et du lancement en 2011 pour la décennie 2011-2020, nous étions à 889 morts et nous avons évalué 7 ans après, nous nous sommes retrouvés à 801 morts. 801 morts, c'est trop, mais il y a une nette diminution malgré qu'il y a une augmentation des usagers sur la route. Et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire réduire de 50% le taux de mortalité sur les routes, nous avons pris quand même beaucoup de dispositions. Et ces dispositions qui ont été prises doivent nous permettre au moins de réduire substantiellement le nombre de morts avec la sensibilisation des usagers, avec l'éducation et la formation des différents chauffeurs qui pratiquent quotidiennement la route et avec le renouvellement prévu par le gouvernement du parc automobile des gros porteurs. Vous n'êtes pas sans oublier que le Mali est un grand pays, 1 248 000 km². Nous avons 7 km de frontières et les distances sont assez longues. En tant que pays enclavé, nous devons obligatoirement nous ravitailler à partir d'un port extérieur. De New York Shop à 2000 km, en passant par Abidjan à 1100 et quelques kilomètres, 1200 sur Dakar, 900 km sur Conakry, 1800 sur Accra, Lomé et Cotonou, 2000 et quelques kilomètres. Nous avons, avec l'Algérie, 4000 km à parcourir. Vous voyez, avec de telles distances, nous avons de sérieux problèmes avec les usagers de la route. Il nous faut, pour éviter que nos routes continuent à être trop accidentogènes, et prendre des mesures au moment même où nous tentons d'améliorer nos voies routières. Et c'est pourquoi, désormais, nous allons tenir compte de tous les usagers de la route dans nos différents programmes d'investissement. Et nous allons prévoir les repos obligatoires le long des trajets. Nous allons améliorer quand même cet état-là et en même temps étendre un peu
le diamètre des voies routières, parce que nous nous rendons compte que les routes goudronnées de 6 km sur lesquelles doivent circuler ou se croiser des camions gros porteurs de 60 tonnes en chargement, c'est un vrai problème. Et nous sommes en train de travailler à l'extension des routes, à l'amélioration de la route pour permettre aux gens de pouvoir circuler normalement. Merci. Et en plus, nous avons essayé de dynamiser nos associations et nos ONG qui luttent quotidiennement dans le cadre de la sécurité routière. Ces associations sensibilisent quotidiennement, surtout dans les écoles et dans les lieux publics, et l'ensemble des citoyens. Parce que les textes existent, mais c'est leur application qui fait problème. Dans nos États africains, le grand problème qui se pose, c'est aujourd'hui la démocratisation qui fait que nos citoyens pensent que tout est permis. Ils ne respectent pas la loi, sinon les dispositions sont prises. Et si réellement chaque usager respectait le code de la route, nous n'avons aucun problème aujourd'hui pour réduire substantiellement le nombre de morts sur nos routes. Et c'est pourquoi les dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement pour continuer à une réduction du taux de mortalité sur les routes. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est une question d'éducation, c'est une question de compréhension de la démocratie et c'est une question aussi de liberté. Parce que si vous ne respectez pas la loi peut être aussi mise en cause, n'est-ce pas? Mise en application. Oui. Merci. Merci. Monsieur Koné, je sais que vous avez un rendez-vous important, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je voudrais sauter la ligne et vous donner la parole pour nous faire part de l'excellent travail que vous faites en Côte d'Ivoire depuis bientôt des années, mais aussi des difficultés auxquelles vous faites face en matière de sécurité routière. Merci, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup donc, de me passer donc, la parole. Comme c'est la première fois que je prends la parole, assez rapidement, je voudrais remercier très sincèrement les autorités donc, marocaines donc, pour l'opportunité qu'ils nous ont offerte de revenir donc, ici à Marrakech, mais également donc, de l'opportunité d'avoir cet échange donc, sur la sécurité routière donc, en Afrique. C'est le premier forum et je voudrais vraiment remercier et féliciter donc, le Royaume du Maroc pour cette belle initiative. Alors, pour en revenir au sujet de la sécurité routière, la situation donc, en Côte d'Ivoire est quasiment similaire à la situation donc, des autres pays frères. Donc, ici, ce que nous avons fait, évidemment, il y a beaucoup d'accidents mortels, souvent graves et mortels, et souvent pas graves, mais mortels quand même. Donc ce que nous avons fait, c'était donc de faire le tri entre tout cela, voir quels sont les cas d'accidents où nous pouvons éviter donc qu'il y ait des morts, des pertes en vies humaines. Donc c'était extrêmement important pour nous. Nous travaillons donc sur les questions donc de prise en charge post-accident. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Donc nous avons développé sur l'ensemble du pays donc un réseau de protection civile important sur l'ensemble du pays. Avant 2010, il n'y avait que sur la Côte d'Ivoire 10 postes, dont 2 à Abidjan et 1 à Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Mais aujourd'hui, nous avons à travers donc, le pays un peu plus donc, de 12 postes donc, de prise en charge donc, des malades, des blessés surtout, et des centres dédiés, notamment sur l'autoroute, donc à Abidjan-Yamoussoukro. C'était un élément extrêmement important pour nous, pour réduire le nombre de mortalités donc, sur les routes. Après, les facteurs
J'avoue que nous avons été quelque peu en retard donc, sur la question. Et ce que nous avons fait donc, sous la direction du Premier ministre, c'est de mettre en place cette Commission nationale de sécurité routière avec à son sein donc, un comité technique pour étudier chaque cas d'accident. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait décès? Ainsi de suite. Donc ça nous permet donc d'avoir des statistiques et apporter donc des solutions donc aux différentes causes d'accidents, mais également aux différentes causes de décès quand il y a décès. Et donc de nous organiser par rapport à cela, c'est une avancée importante. Et la dernière chose que je voudrais donc ajouter très rapidement, c'est que sur les facteurs qui sont des facteurs connus donc de tous, c'est les mêmes facteurs humains, facteurs matériels. Les facteurs humains sont importants donc chez nous, mais je voudrais indiquer qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il y a deux choses que nous avons identifiées comme étant donc des sous-facteurs humains importants. C'est l'incivisme des populations, des usagers de la route, et puis malheureusement, comme dans beaucoup de cas, c'est la corruption. Il faudra lutter contre cette corruption. Parce que tant que les usagers qui ne respectent pas les règles peuvent donner de l'argent à un élément des forces de l'ordre, évidemment, ça va créer donc de l'incivisme. Ça, c'est récurrent dans beaucoup de pays. Ce que nous faisons pour ça, c'est de réduire la part de l'homme dans le contrôle. Donc nous avons décidé et nous avons commencé l'opération pilote de vidéo-verbalisation, qui est un élément donc, très important, qui nous permet aujourd'hui donc, de verbaliser sans qu'il y ait donc, un agent des forces de l'ordre pour constater l'infraction. Ça peut se constater à travers donc, les images que nous recevons, à travers donc, les images de caméra et de radar qui sont traitées, et vous pouvez recevoir sur votre smartphone la contravention. Si vous ne payez pas, on va donc vous retrouver un peu plus tard, que ce soit au contrôle technique ou beaucoup plus tard, puisque nous sommes en train de mettre en place l'identifiant unique, on pourrait aller jusqu'à saisir donc, le montant des contraventions sur les comptes bancaires. Nous pensons que ce sont des éléments importants. Et je voudrais donc indiquer qu'avec ça, puisqu'il n'y a pas de possibilité de marchandage ou de négociation, cela pourrait diminuer donc l'incivisme donc sur les routes. Dématérialiser complètement. Renforcer aussi le contrôle technique et libéraliser le contrôle technique automobile pour que le contrôle technique automobile se rapproche donc des automobilistes, qu'il n'ait pas de longue distance à parcourir, aller aussi à ce niveau beaucoup plus loin, dématérialiser lorsqu'il y a un accident, que l'agent qui a certifié donc, le véhicule apte à la conduite, donc cet agent, il faut qu'il y ait une traçabilité. Donc c'est une question de responsabilité que chacun devra assumer avec un contrôle dématérialisé donc, qui est fait, de sorte que avec donc cette peur d'être pris sans possibilité de négocier, nous pensons, l'opération pilote est en cours, ça se déroule très bien, les caméras, les radars sont installés et la salle, les machines est fonctionnelle, quelque chose qui est géré en coordination avec le ministère des Transports, avec la police nationale, les sapeurs-pompiers. Donc nous agissons en synergie dans un même cadre. Donc c'est cette innovation que nous sommes en train d'essayer donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Les premiers résultats que nous avons sont des résultats donc, qui sont très très probants. Je voudrais indiquer, donc, pour finir, qu'il faut aussi dans nos pays, en tout cas en Côte d'Ivoire nous l'avons compris, il faut reformer donc, les auto-écoles. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a énormément donc, de choses qui se passent. Et la réforme des auto-écoles devra aller jusqu'à enseigner donc, aux apprenants ou leur indiquer les sanctions encourues. Moi, je suis, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, nous on est vraiment pour la sanction. Quitte à ce que, pour que la sanction soit levée, vous ayez de nouveau donc, à la formation. Parce que le véhicule, c'est comme une arme.
un véhicule, ça tue et ça endeuille des familles, c'est parfois dramatique. Donc la Côte d'Ivoire a décidé vraiment sur la question d'être totalement intransigeant. Monsieur le ministre, quel est le taux de décès par an en Côte d'Ivoire sur la route? Le taux de décès, enfin, le nombre de décès, parce que l'année dernière, nous avons enregistré à peu près 1400 décès, c'est trop. Mais il y a une particularité que nous constatons depuis un moment. Le nombre de décès dus aux accidents d'automobile, donc véhicules à 4 roues, en régression, alors que le nombre de décès donc, de véhicules à 2 roues ou à 3 roues est en nette progression. Donc les efforts vont être faits aussi donc, de ce côté-là pour faire en sorte que les deux puissent se croiser, que nous puissions atteindre donc, les objectifs que nous nous sommes assignés dans la stratégie nationale donc, de lutte contre l'insécurité sur nos routes. Et pour les enfants à l'école? Pour les enfants à l'école, nous n'y sommes pas encore. Il y a des rudiments, mais il s'agira de choses importantes en ce qui concerne la formation auxquelles nous pensons que nous allons mettre en place donc l'année prochaine. C'est l'enseignement donc à l'école par rapport à la prévention routière. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec la Banque mondiale, nous sommes en train de travailler à la réforme du code. Donc dans le code, nous allons aussi apprendre, comme je le disais tantôt, aux requérants. Nous allons leur dire quelles sont les sanctions encourues pour chaque cas d'infraction commis. Donc tout cela devra, de notre point de vue, donc permettre aux uns et aux autres donc, de comprendre que c'est quelque chose qui ne doit plus être toléré et qu'il faut donc faire attention donc, pour éviter d'être pris parce que les sanctions aussi vont être durcies. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je dois dire que la Côte d'Ivoire, dans les années 90, avant la crise, avait tout un système bien rodé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes dans ce domaine et naturellement, il faut recommencer à zéro. Bien entendu, nous sommes en train. Je voudrais ajouter une dernière chose. Une question a été posée tout à l'heure en ce qui concerne la vétusté du parc automobile. Oui, donc, de la même façon que nous, en Côte d'Ivoire, on entend être intransigeant sur les questions de sécurité routière, de la même façon, le gouvernement ivoirien, donc depuis le mois d'avril, donc après la décision de limiter l'âge d'importation des véhicules d'occasion. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. À combien? 5 ans maximum pour les véhicules légers et le décret est rentré en application depuis le mois d'août et ça se passe bien. Nous avons un comité paritaire qui comprend les opérateurs, les acteurs du secteur et qui travaille donc tous les jours. Mais le décret est en application et c'est quelque chose d'important donc du point de vue du renouvellement donc du parc automobile. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup. Je reviens au Cameroun. Monsieur Jean-Ernest, vous êtes le ministre des Transports du Cameroun. Vous avez une route extrêmement dangereuse. Vous savez laquelle? Vous avez une route extrêmement dangereuse au Cameroun. Une autoroute. Douala-Yaoundé. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Merci de l'opportunité que vous me donnez. Et avant toute chose, comme les précédents orateurs, je voudrais remercier du fond du cœur le Royaume marocain pour l'initiative prise pour organiser pour la première fois un forum consacré à la sécurité routière. Et dire également ma profonde gratitude aux organisateurs et SSATP qui est à l'initiative de ce programme. Alors, vous dites effectivement que nous avons une route extrêmement dangereuse. Oui, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Comme vous le savez, c'est environ, si vous parlez de ça, vous savez certainement que c'est environ 2000 personnes qui meurent tous les ans sur nos routes. C'est un chiffre très important que le gouvernement a décidé de prendre à bras-le-corps. En prenant à bras-le-corps, pourquoi 2000 personnes meurent tous les ans? Effectivement, il y a le paramètre route. Mais avant ça,
nous avons le paramètre humain, hein, qui, lui tout seul, représente 70% des décès. Ces 2000 personnes, 70% de ces 2000 personnes, les causes sont liées au facteur humain. 20%, c'est la qualité du matériel, et 10%, les causes liées aux infrastructures routières. Donc nous avons de très problèmes sur la qualité des infrastructures, mais ça ne représente que 10%. 10%, c'est toujours un chiffre qui est élevé pour nous, un ratio qui est élevé et qui a amené le gouvernement à prendre à bras le corps ce problème de sécurité routière. Voilà, les routes sont, je n'ai pas envie de dire un mouroir, hein, c'est quand même un paramètre que nous prenons en considération. Alors, le ministère des Transports, effectivement, dans certains pays, quand nous avons la possibilité d'allier le transport et les infrastructures, ça facilite beaucoup les choses. Au Cameroun, c'est 2 départements ministériels qui sont séparés. Il y a un ministère dédié au transport et un autre aux infrastructures, les travaux publics. Il n'y a pas longtemps, la cohabitation était un peu difficile, mais je pense que depuis quelques années, les choses se passent plutôt bien. Il y a un vaste programme qui est mis en place dans ces 2 départements ministériels pour travailler au niveau des infrastructures. Les infrastructures, ce n'est pas seulement la route, c'est la signalisation qui est parfois inexistante, qu'elle soit horizontale ou verticale. Nous avons pas mal de points comme ça qui posent problème sur les routes. L'éclairage public sur nos routes est certainement une des causes. Quand on parle de ces 10%, ce n'est pas forcément la qualité de la chaussée, mais c'est vraiment tout ce qui concourt à cet environnement-là. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et les améliorations sur le plan autoroutier. Je savais que vous avez un grand pays tel que le Nigeria, tel que le Mali, avec des longues distances. Monsieur le ministre malien l'a dit tout à l'heure. Quels sont les efforts que vous faites dans ce sens-là, en plus de l'amélioration de la signalisation, du point de vue politique, institutionnel? Alors, du point de vue politique, nous avons plusieurs axes. Alors, le premier axe, nous considérons que si le nombre de décès est important. En passant, elle est de combien chez vous par année? 2000. 2000. 2000 personnes décèdent, mais ça c'est jusqu'en 2015. 2015, il y a des efforts qui ont été faits. La Banque mondiale a réalisé, il y a une étude qui a constaté une chute de 31%. Alors quand on sait que l'objectif c'est diminuer d'ici 2020 de 50%, tous les efforts sont permis. Tous les efforts sont permis et ces efforts-là qui ont été constatés par les bailleurs de fonds et puis les Nations Unies ont fait que le Cameroun soit retenu parmi les 2 pays africains avec l'Ouganda pour réaliser une étude sur l'évaluation des performances dont les résultats ont été délivrés au Cameroun du 21 au 23 août de cette année et au cours desquels des recommandations ont été faites. Et le gouvernement de la République s'est engagé à appliquer à la lettre ces recommandations. Donc le gouvernement fait des efforts au niveau de la formation. Vous parliez tout à l'heure des jeunes. Les jeunes, voilà. Aujourd'hui, si les jeunes sont la cible la plus touchée, hein, c'est la première cause de mortalité des jeunes, également de moins de 25 ans aujourd'hui. Alors c'est pour cela que nous avons mis en place une batterie de formation à partir de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire jusqu'au supérieur. Nous avons mis en place, créé plus de 5000 clubs de prévention routière pour toujours accompagner ces jeunes. Nous avons mis en place des formations de gestes de premier secours et la construction des ralentisseurs, toujours pour améliorer la qualité de nos voiries et distribuer dans les établissements scolaires des exemplaires du code de la route. Nous commençons par la formation. Au niveau des sociétés, c'est des contrôles, en dehors des contrôles inopinés, c'est également la formation que nous dispensons dans les auto-écoles. Ça a été dit tout à l'heure.
La formation au niveau des sociétés de transport interurbain, avec le respect d'un certain nombre de clauses. Un chauffeur ne doit pas effectuer plus de rotations entre les distances qui sont déjà très longues par jour. Nous avons au niveau institutionnel mis en place un cadre au niveau des administrations, le Conseil national de la route. C'est un conseil qui est présidé par le président, le Premier ministre, chef du gouvernement. Et à côté de ce conseil-là, nous avons un comité également qui est ouvert aux non-professionnels de la route. Donc c'est un arsenal qui préfigure des lendemains meilleurs. Nous avons des réformes qui sont mises en place, qui sont préconisées. D'abord, la réforme du permis de conduire. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous déplacer au Cameroun avec un permis, je dirais... Analogue. Voilà. Alors, nous avons mis en place un logiciel qui nous permet de détecter tous ces permis de fabrication douteuse. Il en est de même de la sécurisation des cartes grises. Et vraiment, c'est un arsenal juridique qui est très important, qui a été mis en place par les pouvoirs publics. L'objectif étant clair de réduire d'ici 2020 de 50% le nombre de décès sur nos routes. Donc 1000, vous voulez aller à 1000? L'objectif étant d'aller encore plus bas. Merci beaucoup. Merci. Jean Bosco, comment ça se passe du côté du Burundi? Pays enclavé, beaucoup de frontières et beaucoup de difficultés. Je vous donne celui-ci. Prenez celui-là. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais moi aussi remercier le Royaume du Maroc pour nous avoir invités à participer dans ce forum. Et je remercie beaucoup le Royaume du Maroc parce que l'année passée, j'étais ici même sur le forum sur les infrastructures. Alors, du côté du Burundi, comme vous le dites, c'est un pays qui est loin de l'océan, avec beaucoup de frontières. Effectivement, nous avons des décisions qui sont prises au niveau régional et d'autres décisions qui sont prises au niveau national. Et si je parle au niveau régional, c'est que le Burundi est membre de l'East African Community, et avec d'autres pays de la sous. Je vis ici, il y a les représentants du Kenya et les représentants de l'Ouganda qui sont ici. Donc ces décisions sont prises au niveau régional parce qu'il y a eu collecte des données sur les infrastructures au niveau de l'East African Community, où d'abord sur l'état des infrastructures, on a décidé d'agrandir la largeur des routes. Donc il y a des normes qui sont déjà définies sur la qualité des ouvrages et la largeur des routes et au niveau même de la qualité de la chaussée. Donc on a harmonisé ces normes. Donc ça c'est la première au niveau de la qualité des infrastructures. Et au niveau du transport, effectivement, on a constaté qu'il y a beaucoup de morts le long des routes qui traversent l'East African Community. Ici, je signalais aussi qu'avec notre désenclavage de notre pays, il y a deux corridors que nous utilisons. Il y a le corridor nord qui vient de Mombasa et le corridor de Dar es Salaam qui vient de Dar es Salaam. Sur le long de ces deux corridors, il y a des observatoires qui collectent toutes les informations sur la qualité des routes et le nombre d'accidents sur ces routes. Alors, nous avons déjà commencé à harmoniser les textes et qui réglementent les différents documents et les différents textes que nous allons utiliser. Alors, au niveau du Burundi, effectivement, nous avons une stratégie nationale de sécurité routière, nous avons le code de la circulation routière et nous avons amélioré la qualité de distribution de délivrance du permis de conduire, qui est un permis de conduire sécurisé et un contrôle technique sécurisé. Et quelles sont les mesures qui sont prises pour l'importation des véhicules occasion? C'est que de 2015, nous avons, parce que nous constations la mauvaise qualité des véhicules de transport, donc nous avons interdit l'importation des véhicules d'occasion et nous avons exonéré les véhicules de nouvelle génération.
Donc, les transporteurs, ils sont déjà... Alors, au niveau des corridors, je vois que vous êtes pressé. Au niveau des corridors, on a constaté, avec l'observatoire, qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par la fatigue et l'ivresse. Alors, nous avons décidé de créer des stations de repos le long des corridors. Au niveau du Burundi, parce que nous sommes dans un pays montagneux, nous avons créé ce que nous appelons des parkings où les véhicules doivent subir un contrôle avant de descendre dans la capitale. Et au niveau du Burundi aussi, nous avons travaillé avec les agences d'assurance pour punir sévèrement les chauffeurs qui causent des accidents. Et ce que nous avons créé, nous avons décrété un décret qui parle du paiement des dégâts causés par le domaine routier, parce qu'on constatait qu'il y avait beaucoup de dégâts sur les routes. Donc il y a des mesures qui sont déjà prises pour punir sévèrement en collaboration avec les agences d'assurance. Ce sont de ces mesures-là, ce sont de ces réformes-là que nous sommes en train de mettre en place. Et je soulignerai aussi qu'au niveau des routes, il y a une étude avant qu'on présente un projet, il y a une étude sur la sécurité routière, et après il y a un audit sur la sécurité routière. Et là, comme j'ai en charge du transport et des travaux publics, donc vous comprenez que les décisions qui sont prises au niveau du transport sont appliquées directement dans le secteur des routes. C'est une bonne pratique. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Honorable Joel Matiza, you are the minister from Zimbabwe. No, that's okay. Honorable Minister, we move from Central Africa to SADC region. How is the situation in your side in terms of road safety? Excusez, je voulais signaler, j'avais oublié que nous avons la semaine prochaine une semaine dédiée à la sécurité routière et qui sera présidée et qui va être haussée par la plus haute autorité. Et il y a une commission de sécurité routière qui est présidée par le cabinet de son Excellence le Président de la République. Excellent. And then how much is c'est combien le taux de fatalité routière chaque année chez vous? Nous avons déjà les données de 2013 à 2017 qui étaient à 2333. Combien? 2333. 2300? Oui. C'est assez élevé. Oui, c'est assez élevé. Pour un petit pays. Oui. Le Nigeria a 5000 et vous avez 2000. Oui. Nous pensons qu'avec les mesures que nous avons prises, c'est élevé. Vivement la semaine routière. Merci. Honorable Minister, coming from Burundi to Zimbabwe, how is the situation in the sub-region and in your country in particular? Thank you. First of all, I would like to thank the Moroccan government for the hospitality and affording us the opportunity to come and have a discourse on this very important issue. Coming from SADC, there's a lot of protocols that have advanced. I'm asking you the question about SADC because you are the landlocked countries and many of your transport depend on the different ports that are around you and yourself, and the road traffic is very important. Yes, SADC, we have rationalized the road standards, signage, and driving codes so that you can drive freely in the region. Coming back to Zimbabwe itself, it's a landlocked country, and it's also a gateway to north-south corridor. And therefore, it's an important artery in business and economy of the sub-region. That's where the issue of roads now come into play, major roads. As government, what we did is to do a master plan, road master plan, rehabilitation of roads, and greenfield roads. This was also necessitated by the fact that there's a lot of cars coming into Zimbabwe. Like any other African country, substandard cars coming from Japan and... Any regulation regarding age entry? Yes.
There was an influx for the past 5 years, but we now tabling it in Parliament to curtail the number of, the age of the cars, so that our roads can be, they can be sanity. So the master plan responds to the need to have safety in our roads, and overlaid on the master plan is the transport management system that we have employed in all sectors of our transport departments. We have the vehicle inspection. It's now going to be on our management system. That helps in recording the number of vehicles, the history of the vehicle, and where it came from. That also, the border post, when it came in, that history is there. Unlike now, when vehicles come through the bush and they're all, registration of it as well is also in that system. So that system eliminates human intervention, and that cuts on corruption, lots of corruption. Now we have a e-learner's license. Learner's license, I'm launching it next week, where people will pay, used to pay $100 just to get a learner's license. That you can't. You just face a screen and go onto the computer, 7 minutes, you pass, you get your license without any human intervention. That's where the crux of the matter is, the driver. The quality of the driver that's chained out into the market is either not qualified or is not properly trained. So they now cause carnage on the roads. The vehicles also, because they don't have regular inspection, they also are part and parcel of spicing up the carnage on the road. So the management system will be able to deal with these roads, with these vehicles, because they have records and they are mandatorily inspected. What is the number of deaths in your country, the toll? 5 per day. 5 per year? Per day. 5 per day? Yeah. Yearly, multiplied by? About 1,000 something. 1,500, yeah. 1,600. So within a population of 14 million. Okay, but so the transport system we are moving into a modern era using technology. We have a drive. So far, we've computerized several sections of our roads, our road system. The tolling system is computerized, where we can collect revenue in order to revamp our roads. Now, we have the Traffic Safety Council of Zimbabwe, which, like I hear from my colleagues in many countries, that doesn't have teeth. It's not an authority, it's a commission. So we are passing through the law where we give it teeth, it becomes an authority, able to enforce laws. It has done quite a lot of work in terms of education. We have a curricula, in our curricula in primary schools, we have driving safety courses to allow our youngsters to be able to protect themselves, not depend on the parents. Yeah, and we in the rural areas, which is the majority of our people there, we are now teaching even our village heads are being taught traffic because of the cattle. Sometimes they stray in the highways, and they are a source of lots of our carnage on the roads. And also, after a good harvest, our farmers in the rural areas go on scotch carts, cross the roads, or move along the roads, but they don't know the rules of the roads. So the chiefs are taught to be able to teach their subordinates. So the education and the campaigning into the community, into the public transport itself, to make sure that the public bus is passenger-centric. We teach the passenger themselves, the driver himself, so that when they are in this vehicle, it is a vehicle for what it is meant for, but not a coffin.
So we have made this legislation, we have put into legislative issues like enforcing the law to fit in a speed controlling equipment on each bus. Before registering as a transporter for public transport, that bus must have those gadgets. So we think by implementing all these things, we should be able to reduce the road carnage in a decade by 50%. Yeah, the decade is far. Actually, we are talking about 2020 to half the number of casualties in your road. Will you be reaching it, the target? Yeah, I'm 100% sure we'll reach it. Thank you very much. Honorable Moderator, Mr. Badian, and Excellencies, we've got 20 minutes to finish. We have 3 ministers who have to say their initial terms. So if you can be quick, sharp, and very clear for the public, it will give us a few minutes for questions. Thank you very much. Thanks. I turn à Monsieur Émile Wosso, l'honorable ministre des Transports du Congo. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous avez le micro là-bas. Quelle est la situation dans votre pays? Sur le plan des institutions, sur le plan aussi du nombre de décès que vous rencontrez et sur le plan des institutions et de la gouvernance. Bien, je vais faire très vite parce Merci. que le modérateur Nous a interpelle. son temps qui n'est pas le nôtre. Je voulais d'abord me joindre à tous les autres pour saluer l'initiative du Maroc qui amène ce débat à la table des experts et des ministres pour que, dans le cadre de l'intégration de l'Afrique, on applique les mêmes mesures partout et que la mortalité routière baisse. Je commence par cette mortalité au Congo. Nous sommes à une moyenne de 273 tués par route par an. Combien? 273. 273. Oui, et les efforts sont faits pour diminuer encore ce taux. Pour être pratique, nous avons en 2007 observé les autres pays africains et nous avons interdit le transport des personnes par moto, activité strictement interdite, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune moto qui transporte les gens. Donc nous avons mis la population à l'abri de ce risque. Ensuite, votre inquiétude concernant les jeunes qui vont à l'école, nous avons sur les grandes rues passantes aux heures de pointe la police motorisée qui se met là pour faire traverser tout le monde, que ce soit le matin à 7h, à midi, à 14h et à 17h. Mais pas sur toutes les voies, bien sûr, sur les plus passantes et devant les écoles les plus peuplées. Nous poursuivons notre politique en ayant décidé aussi en 2011 l'interdiction d'importer les véhicules de plus de 7 ans. C'est appliqué. Nous avons poursuivi en classant notre réseau routier par catégorie et en affectant, en calculant le tonnage maximum en charge. Non, pas par le total en charge. Si bien que tous les usagers savent que s'ils prennent telle route, ils doivent être à 30 tonnes, à 20 tonnes, à 50 tonnes. Il y a beaucoup de choses à dire de ce qu'on fait et de ce qu'on n'a pas encore fait, qui est en chantier. Mais en gros, nous appartenons à une zone qui s'appelle CEMAC et nous appliquons le code communautaire de la route qui fait que quand on regarde l'Afrique, le goulot d'étranglement pour aller du nord au sud de l'Afrique, c'était la zone forestière. Pour aller de l'est à l'ouest, c'est la zone forestière. Au niveau donc de la CEMAC et en suivant le plan NEPAD et les corridors tracés par le NEPAD, nous, le Congo, nous avons commencé depuis 15 ans l'ouverture des routes vers les autres capitales sous-régionales. À ce jour, nous avons bâti 1000 km pour aller vers le Cameroun. Nous sommes presque à la frontière du Cameroun. Nous avons bâti 800 km pour aller en Centrafrique. Nous y sommes presque. Nous avons connecté avec le Cabinda, l'Angola. Nous sommes en train de connecter avec le Gabon. On l'a fait par le nord, on le fait par le sud. Donc nous recevons aussi le trafic, donc les camions qui viennent de ces pays amis, comme les nôtres aussi vont chez eux, puisque nos camions aussi passent par le port de Douala. Mais on applique la même règle communautaire et jusque-là, je crois que les choses se passent bien et on va encourager tout cela pour que ça aille de l'avant. Maintenant, vous avez demandé qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer encore, mais on va continuer
par la répression, n'ayons pas peur du mot, puisqu'aujourd'hui quelqu'un a parlé de l'incivisme, je crois que c'est le ministre de Côte d'Ivoire, beaucoup d'incivisme sur les routes. L'incivisme ne connaît que la répression. Quelqu'un a son véhicule en panne, il arrête au milieu de la route et il fait la mécanique sur la route. On amène des sabots, on bloque le véhicule. Et puis bon, il vient payer et il vient le chercher. Il n'y a que ce langage-là que le citoyen connaît maintenant. Bon, c'est pas bien, bon, mais pour le bien de l'ensemble, il y a encore beaucoup à dire. Bon, mais je m'arrête là. S'il y a des questions, je Merci répondrai. beaucoup. Merci, Okay, merci Étienne. Merci beaucoup. Je passe la parole à l'honorable ministre Joachim Guinée équatoriale. Joachim, quelle est la situation dans votre pays, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Dans cette première phase de mon intervention, je vais faire un petit effort pour m'exprimer en français, parce que normalement, moi, je parle l'espagnol. Je remercie aux autorités marocaines pour l'invitation à ce forum africain sur la sécurité routière. Notre pays, la Guinée équatoriale, dans le cadre du programme de développement économique et social Horizon 2020, a priorisé la construction des routes dans tout le pays. Élément indispensable pour nous, pour le développement et la mobilité des personnes et des biens. Pour nous, au niveau intérieur du pays, la question prioritaire, c'est la législation, la loi. Faire respecter la loi pour garantir la sécurité routière. Nous avons une loi qui date de l'époque coloniale, et maintenant avec le développement démographique du pays, nous avons besoin d'actualiser ces lois pour l'adapter aux circonstances actuelles. Dans ce domaine, on vient de créer une loi relative au transport terrestre. Cette loi qui contient 3 parts importantes. La gestion et contrôle de l'administration dans le secteur du transport, les conditions d'accès aux services de transport et la capacité de l'administration pour sanctionner les charges de la route et la formation des contrôleurs routiers, un corps spécial. Nous voulons aussi créer un observateur pour la problématique des accidents de la route. Dans la loi que nous pouvons implémenter, nous avons l'intention de créer un comité national de transport et avec la participation de différents ministères, un comité interministériel pour concerter un plan d'action sur la sécurité routière et partager une initiative pour la sécurité dans le cadre de la stratégie nationale. Le gouvernement est conscient que l'État, par son intérêt public, doit contrôler pour que notre citoyen doit des services efficients et de sécurité. Finalement, dans la même direction, cette disposition, il y a des mesures de contrôle de charges, les conditions techniques des véhicules, les services d'inspection de la route, associés à la capacité de formation
des agents de route et la capacité de contrôle administratif et sanctionnateur de l'administration pour faire que soit respectée la loi et pour faire appliquer la loi très rigoureuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Now I just turn to Bosnia-Herzegovina to give us, from your side, look at Africa. What could be your comment and what kind of lesson can we share with you? Thank you very much. Thank you so much for an opportunity to tell what's going on in Bosnia-Herzegovina, and I apologize for my dress code because last night I came but my luggage didn't came and I improvised to come here, and please, my big apology for this. One of the biggest challenge and one of the biggest problems for Bosnia-Herzegovina happened 22 years ago after Bosnian War. We had two big problems. First one, many old, unusable and very powerful cars come from Western Europe in our country. And the second thing is very old and a very bad transportation infrastructure. It's not necessary to be expert to recognize what's happened when we have old, powerful cars, when you have many young drivers with not good experience. In 5 years, in many road traffic accidents in our country, 75% was younger than 30 years old. What we did? First action we take, 2006, we changed our road safety law. In first couple of years, we reduced fatal crash incident 50%, but it was not enough. 2 years ago, we changed again our law, and now we have our penalty between 7 to 10 times higher than before. In first 1 year, we reduced around 20% our road traffic accidents. Second thing is we recognize with police where's our deadly points in country. We put police patrol 24 hours, 7 days. On many deadly roads, we reduce fatal accidents in just one last year, 40%. Third things, in the last 1 year, we provide 1,300 million euros for transportation infrastructure because it's not necessary only go with road safety. It's also necessary to build new highways because if you only go with penalty, not build highways, you will not change, not change too much. Also, we start to buy last generation cameras, radars. Many times I mentioned that that is not investment in the technology, that is investment in the lives. Also, we're working with police to go in community, work in schools with our younger generation because we want to change mind. Drivers who's not yet drivers. And second thing is we're already working on the database, and we will collect that probably in the next 6 months. When we put that together, we reduce just in last 1 year around 25% fatal accident in Bosnia-Herzegovina. I mentioned that many times. Between countries, we have borders, but when we talk about road safety, we have not borders. Conference like this improve us and help us to bring one new information to take in our country to see what we can change. Everybody who sit here, we are in position like a minister and on state level. And when is a question, can we do that? No, we can. We must do that. And part of our job to change just something what can save one life. I try to be very short, and thank you so much. Thank you very much. Give a round of applause to all of them. So, Mr. Badian. Oui, c'est fini. Mesdames et messieurs, nous venons au terme de cette 1 heure presque qu'on a débattre avec vous. J'ai noté qu'aucun de nos pays, de vos pays, n'a actuellement ratifié la charte. Seulement 4 pays en Afrique ont ratifié cette charte. La Zambie, les Comores, le Ghana et Sierra Leone. Donc nous vous demandons de bien vouloir se pencher sur cette question extrêmement importante pour que les efforts que vous faites soient mutualisés. Honorable Minister from Zimbabwe, you have not ratified the charter. We are looking forward to the charter being ratified by at least 50%. So thank you very much. Now is the time to. Thank you very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, the time has been cut short. Yeah, but we will have time for 1 or 2 questions. I have 2 hands raised. So we'll take the 2 questions. We'll ask 1 or 2 ministers to give short answers. And then the final rule will be for Mr. Ibrahima Diouf, who has for the report. Okay, so the gentleman right here and the gentleman right behind him. Thank you very much. Honorable ministers and assistant ministers, thank you so much for... Please tell your name and where you come from. For articulating the importance of this issue. My name is Ahmed Shilbaya, and I represent 2 entities. Civil society through the Nada Foundation for Safer Egyptian Roads,
and accordingly I would safely say that I may be speaking for tomorrow's victims, but I also represent academia. I teach at Columbia School of Public Health, so I also have some objective way of assessing things and accordingly some of the questions. Before asking my questions, just at the context, we meet so often and in many instances we recite and frame all the numbers repeatedly to demonstrate the importance of the issue and the graveness of what our African citizens are exposed to on the roads every day. The numbers even get to the extent that we became desensitized. How does it exactly mean? The other component is that management of road injuries is not rocket science. So others have tried cost-effective interventions and they have succeeded in combating that epidemic and reducing it. And I call it an epidemic because it is an epidemic in our countries. Now, what is the issue? So is it issue of political will? Is it an issue of priority, having it as a priority for our esteemed, responsible ministers in terms of taking it as an action in the midst of all the priorities that they are facing in our challenged societies and countries? So my question to you is, how can we as civil society, and accordingly tomorrow's victims, hold you accountable to reduce road injuries and have it as a priority in an objective, materialistic way? That how can we hold you accountable? How can we meet in 2020 and with your promises of reducing 50% of road traffic injuries, how can we hold you accountable to this? That's my first question. The second question is related to the Road Safety Observatory. It's going to be announced tomorrow. How can we also guarantee that that's not another additional forum that meets without effective interventions and teeth? Apologies for the two questions. Okay, thank you. I'm coming from Cameroon. My name is Aïssi Abena, Civil Society. I will speak in French because my minister is francophone too. Donc, je vais poser ma question. Ma première question interpelle tout le panel. À quand l'harmonisation pour un permis de conduire panafricain? Nous savons que la sécurité routière, la priorité, c'est celui qui prend le volant. S'il n'est pas bien formé, la catastrophe arrive toujours après. Et une question directe à mon ministre des Transports. Sur les 2000 décès qu'on enregistre en moyenne par an, on constate qu'il y a des piétons. À quand la protection de cette frange de la population? Parce qu'en Afrique, la chaussée, on ne retrouve plus les trottoirs. Merci. So, a question about how can we hold you accountable. I'll ask one of the ministers to respond, maybe the minister from Zimbabwe as you cover this, or whoever wants. And the other question is about, sorry, your question, sir, was a driving license across Africa. Okay, when will we have that? Please answer those two questions. I'm sorry, I had asked for two questions, so I have to stick to this. Concernant les pays africains, ils demandent si c'est la faiblesse des États. Effectivement, il y a la faiblesse de nos gouvernements. Les textes existent, il faut aller jusqu'au bout, il faut les appliquer. Aujourd'hui, nous sommes très faibles face au phénomène, très faibles. Et nous ne pouvons pas arriver à atteindre les 50% si réellement la volonté politique, c'est cette volonté politique qui prouve que la faiblesse de nous,
dirigeants africains. Nous sommes assez faibles face à nos peuples. C'est pourquoi on m'a posé la question, les textes, est-ce qu'il ne faut pas les appliquer? Oui, il faut les appliquer. Mais nous n'arrivons pas à les appliquer et nous ne pouvons pas les appliquer. Parce que nous, dirigeants, nous avons peur d'appliquer les textes. Vous voyez les dimanches, les cortèges de mariage, les gens qui circulent à 3, à 4 sur des motos, des véhicules qui filent à 120, 130 à l'heure à l'intérieur de la ville avec des mariés qui écrasent les gens, au vu et au sud, tout le monde. Ça veut dire quoi? On peut mettre fin à tout ça. Sa question, effectivement, ça nous interpelle. La volonté politique, aujourd'hui, elle n'existe pas pour résoudre entièrement le problème de la sécurité routière. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lequel parmi vous, Excellence, souhaite répondre à la deuxième question? À quand un permis de conduire pan-africain? Who among you would like to answer the second question? When will we have a Pan-African driving license? There is no answer to your question. When they're ready, I guess they will come back to you. I would like you all to give a big round of applause to the ministers, and I'm going to ask you to stay here for 1 second. Thank you very much. Mr. Diouf, can I invite you? Thank you very much. I have a big question for honorable ministers, not only for this panel, but also the first panel that we pressed earlier in this afternoon. We have heard about the drama of road safety, and it's a huge economic and social impact on in our continent. We also know that it takes a long journey to get significant improvement in the way to safe roads and no accidents. But it takes also a holistic approach to have a comprehensive vehicle to drive through this safe journey. So I have a question for honorable ministers. We will be preparing a communiqué final for this forum, the first African one. We know that you are all committed because otherwise you would not have been made this travel to Morocco. What we would like to hear from you is, would you agree if we get to 5 commitments for next 2019? The 5 commitments would be, first, to agree for those who have not yet done so, to update the legislative and regulatory framework, which in many of our countries is old, outdated. Second, the adoption of sound policies and comprehensive strategies backed up by effective and realistic action plan to take action during the course of 2019. Last but not least, the creation of lead agencies that have the authority and the mandate to act when it comes to road safety management. And of course, if you agree again, to actually have a champion, a peer from you designated to be the champion to follow up on behalf of this forum with his peers on what is being done during the course of 2019. So when we get back at the next one, by November next year in 2019, we would take stock of where we stand, what is the status, and what are the progress that we have done so far. If you agree on that, we're going to put that in the communique. Thank you very much. So, thank you very much, Mr. Diouf. So can I ask for a yes, no response from everyone, so we just go very quickly? Yes, no, or maybe, if you have some points. Je m'engage.
Idem. Moi aussi, on devrait déjà avoir le texte ici sur place. Merci. Merci. Yes. Oui. Oui. Many Bosnian tourists coming in Africa, we support also that. Thank you. Thank you very much. Please, a big round of applause for the ministers, for your excellencies, and for our moderator, Mr. Badian. Thank you very much. Ladies and gentlemen, tomorrow the sessions are starting back at, somebody help me, 9 o'clock. 9 o'clock. Look at the program and look at the sessions that you want to go to. Thank you very much for today, everybody.